Moi, je suis parachuté, tu vois, t'arrives là, et qui te dit qu'à l'époque, tu jouais à ta PlayStation 1 à John Alamo Rugby, et sans le savoir, t'arrives et, parce que le président, tu sais qu'il est capable de tout, part à un match, je sais plus où, il serre la main au Stade de France à John Alamo, il lui parle et il le fait venir. C'est un truc de malade, l'histoire. Notre président avait de l'affection pour deux joueurs, pour eux, qui pensaient que c'était vraiment les futurs du rugby. Il y avait Machou, un centre, et moi. Et donc, en fait, avant qu'il arrive, nous, on avait eu le droit de le rencontrer. Donc, tu vois, le truc de fou, tu vois, dans ta tête, tu te dis, ouais, tu rencontres quand même John Alomou, tu vois, un truc de malade. Et on part s'entraîner qu'avec lui. Donc, c'était un jour il était venu comme ça sur Marseille, avant qu'il intègre vraiment l'équipe. Et ben, j'ai fait une séance de muscu avec John Alomou, à trois, on était, et il nous a matraqué, quoi, tu vois. C'est clairement le terme, il nous a tués, quoi, tu vois ce que je veux dire. Et donc, toi, t'as 20 ans, et tu te dis, ben voilà, je l'avais pris sur la PlayStation, maintenant, il est à côté de moi, et il me matraque à la muscu, tu vois ce que je veux dire. Donc, c'était quand même un beau rêve, et ben, qui a été réalisé, qui était quand même incroyable. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez En Terrain Conquis, le podcast qui donne la parole aux sportifs professionnels d'hier et d'aujourd'hui qui ont aussi conquis le terrain du business. Pour ce nouvel épisode, je reçois un rugbyman toujours en activité, pilier massif arrivé à 25 ans dans le monde professionnel avec Albi en Pro D2. Il a ensuite connu le top 14 avec la section paloise et Montpellier et même les honneurs de l'équipe de France. Il joue depuis 2022 pour le SU Agen. Je reçois Malik Amadash. Bonjour Malik. Bonjour. Comment ça va ? Ça va très bien, merci beaucoup. C'est un plaisir d'être présent ce soir et de pouvoir échanger avec toi. Malik, merci d'avoir accepté mon invitation dans Terrain Conquis. C'est d'autant plus un plaisir de te recevoir qu'on est de la même génération, cette génération dorée des 1988. Les Mathieu Bastaro, Wesley Fofana, Morgan Parra, Yohan Maestri. Bon, moi je suis nul, hein, donc on s'en fout un peu, mais voilà, ça fait plaisir quand même. Si tu veux, je vais synthétiser ta carrière pour ceux qui la connaîtraient pas bien, et si je me trompe, n'hésite pas à me renvoyer dans mes 22. Avec plaisir. Tu as pas mal bourlingué avant d'arriver dans le rugby pro. Tu écumes des clubs de Fédéral 1, Marseille, Cergy, Dijon, Angers. Puis tu montes enfin d'un étage en 2013. À l'âge de 25 ans, tu deviens professionnel avec le Sporting Club Albigeois. Tu fais 3 ans là-bas, puis tu prends encore l'ascenseur. Le top 14 s'ouvre à toi par l'intermédiaire de la section paloise, club qui reste à ce jour celui où tu as passé le plus d'années dans ta carrière. 5 en tout. En 2021, tu relèves un nouveau challenge, toujours en top 14 avec Montpellier, mais ça se passe pas comme prévu au MHR et après un an seulement, tu fais le choix de repartir en Pro D2 à Agen, club pour lequel tu es toujours sous contrat. Jusque-là, est-ce qu'on est bon ? Très bien, à part que c'était Saint-Jean-d'Angély, parce que tu m'as dit Angers, donc c'était Saint-Jean-d'Angély. Ah ben voilà, ben tu vois, ouais, ils prennent tout petit rafi dans les côtes là. Bon, mais ça va, je tiens encore bon. Donc si on est bon, ben, on va revenir plus précisément sur les origines de ta carrière qui a démarré à Sorgues, tout près de ta ville de naissance, Avignon. Et je crois que le rugby, c'est chez toi une affaire de transmission familiale. Totalement, totalement. En fait, je l'ai appris plus tard, mais mon père, en fait, en avait fait aussi, tu vois, étant jeune. Et après, moi, c'est surtout après mon grand frère qui a commencé ben, assez tard, je crois que c'était à 11 ans ou 13 ans qu'il a commencé. Et moi, étant totalement fan de mon grand frère, et je voulais totalement faire tout comme lui parce on a un peu plus de 7 ans d'écart. Il est de 81, je suis de 88. Donc après, tu suis ses pas. Et dès l'âge de 6 ans, ben, j'ai été baigné dans le rugby. J'ai eu voilà, beaucoup de chance de connaître ce monde-là. Et après, oui, voilà, dans ce club qui est Sorgue, qui m'est cher et qui partage beaucoup de mes valeurs, quoi. Alors j'ai vu que ton grand frère aussi, il a joué à plutôt bon niveau hein, en Fédéral 2, donc il a un peu tracé la voie, j'ai envie de dire. Totalement. Mes premiers matchs, en fait, en senior, c'était en Fédéral 2 à 18 ans. Et mon tout premier match, je me rappellerai toute ma vie, tu vois, c'est cette rentrée, on était remplaçants tous les deux et les deux frères rentrent en même temps, tu vois. C'était assez emblématique pour moi et je me rappellerai toujours, c'était contre Vandre-l'Espignan. Donc c'était un très beau moment et donc j'ai joué 16 matchs cette année-là avec lui et c'était peut-être un de mes meilleurs souvenirs. Est-ce que tu as toujours joué pilier dans ta jeunesse ? Ouais, j'ai tout fait. J'ai fait 8, j'ai fait 10. seconde de ligne, j'ai fait, non, pas ça. J'ai tout resté devant, je te rassure. Mais, non, non, ouais, ouais, c'est non. Après, j'ai joué à gauche, j'ai joué à droite, j'ai joué seconde de ligne, 4 ou 5 et de temps en temps en 8 mais c'est pas le plus souvent, quoi, on va pas se mentir. Beaucoup, ouais, jeune, beaucoup seconde de ligne et pilier, quoi. Est-ce que comme Johnny Wilkinson, tu as toujours rêvé de devenir joueur de rugby professionnel ou c'est venu plus tard ? Bah, je vais pas te mentir, j'ai pas du tout pensé. Tu vois, moi, c'est plutôt, je viens d'une famille qui est quand même assez humble et assez modeste où nous, ça passait beaucoup par le travail. Donc, à la base, moi, je suis d'une famille de peintres en bâtiment, donc famille d'artisans. Donc, nous, les vacances, c'était sur les chantiers. Et donc, voilà, le rugby, c'était bien pour décompresser.
C'était une activité à faire parce qu'il faut faire du sport. C'est important pour avoir un certain équilibre. Mais après, moi, personnellement, je pensais peindre un bâtiment plus tard. Et voilà, tu vois, enfin, pas, je m'imaginais pas du tout cette voie qui allait s'ouvrir à moi. Et je pensais pas du tout avoir le potentiel à l'époque de pouvoir espérer toucher l'élite à ce point-là, quoi. À partir de quand ça commence à devenir un peu sérieux et comment se font les contacts avec ton premier grand club, on va dire Bourgoin, qui t'a recruté en 2007? Bourgoin, c'était quand même enfin, pour moi, c'était un peu, tu vois, ce que je veux te dire, c'est quand même bizarre. C'était quelqu'un, c'était comme quand tu viens d'une petite ville et que tu arrives d'un coup à Paris, tu vois. Pour moi, c'était tout est lumière, tout est strass. Ah ouais. Et là, tu arrives de Fédéral 2, tu arrives en top 14, tu es illuminé. Quand j'y arrive, dis-toi que c'était l'époque de Olivier Millou à gauche, tu avais Julien Pierre, tu avais une équipe de malades. Morgan Parra commençait à faire ses premières, tu vois. Il y avait Yann David aussi qui commençait à jouer, tu vois. Donc, c'était une équipe quand même qui était assez solide et plus que respecté dans le top 14, tu vois. Et donc, toi, tu arrives de Fédéral 2, on va pas se mentir, tu t'entraînais que les soirs, tu t'entraînais 2 fois par semaine, c'était pas pareil, quoi. Et comment il te T'arrives. repère? Mais en fait, la chance que j'ai eue, parce que c'est quand même une chance d'avoir quelqu'un qui puisse te donner une opportunité de t'entraîner, c'était à l'époque Laurent Mignon, qui avait entendu parler de moi de par mon cousin, qui entraînait à l'époque des jeunes à Châteauneuf-du-Pape, et qui avait un contact, en fait, sur Bourgoin, et ils m'ont permis de faire un test, une journée de test qui s'en est conclu par cette année qui était ben, Réchelle, première année Réchelle. Et donc j'y suis allé. Et franchement, c'est quelque chose que, voilà, à cette époque-là, franchement, j'avais pas le niveau d'espérer de jouer dans le top 14 à cette époque-là. C'était quand même pour moi une marche. Tu comprends vraiment la vraie différence de niveau qu'il y a quand même entre l'amateurisme et le professionnalisme à ce moment-là. Et quand tu as 18 ans, que tu jamais quitté chez toi, et j'ai toujours été entouré de mon frère, mes sœurs, mes parents, tu vois. Enfin, moi, j'étais quand même le dernier de la famille. On va pas se mentir, le gars t'es pourri, tu vois. Donc, tu vois, quand tu sors en fait de ce petit œuf et que tu te confrontes à la vraie vie, c'est quand même une belle claque, tu vois. Et il faut vraiment comprendre les attentes et t'as pas le temps. C'est là où d'entrée tu commences déjà à faire marcher ton cerveau, à te dire ah oui quand même c'est pas du tout le même niveau et c'est pas du tout le même rugby quoi. Tu vois, tu sais que c'est beaucoup plus d'exigences, beaucoup plus d'entraînement, beaucoup plus de restrictions, beaucoup plus de sacrifices. Donc voilà, pour moi c'était une très très belle expérience qui m'a vraiment fait évoluer très rapidement, même sur mon rugby parce qu'il y avait des choses qu'on n'avait jamais fait, tu vois, enfin des skills à raffut, des trucs que tu n'avais pas le temps de faire quand tu es un amateur parce que tu travailles la journée, tu vas se dire, tu es obligé de faire tes équipes par rapport à ceux qui viennent pas, tu vois, c'est pas pareil quoi. Pas du tout le même rugby et pourtant, même si c'est les mêmes valeurs à 2000%, quoi qu'il arrive, que tu sois en équipe de France ou que tu sois en Fédéral 2, il y a toujours la même envie de jouer chez tout le monde. La réelle évolution que j'ai eue, moi, c'était sur ces skills que je connaissais pas, beaucoup de travail technique, tu vois, et qu'on n'avait pas eu le temps de parfaire quand tu es plus jeune dans les clubs amateurs, j'ai envie de te dire. Ouais, parce que bon, tu intègres les espoirs de Bourgoin. À l'époque, le CSBJ, c'est un bon club de top 14. C'est une référence en matière de formation. Quand tu arrives, tu as autour de toi des Morgan Parra, des Yann David, des Alexandre Dumoulin, bref, quelques futurs Ah oui, Alexandre Dumoulin aussi. Très, très... internationaux. Les places, elles devaient être chères. Enfin, moi, après, tu vois, j'ai fait que 6 matchs en espoir. Donc, tu vois, je vais pas te mentir, te dire que, ouais, je méritais plus de temps de jeu ou avoir ma place indiscutable en espoir. T'avais des mecs qui étaient déjà plus en place, comme Vincent Pello, qui est 88 aussi, qui était quand même beaucoup plus en place. Après, comme tu dis, t'avais Alexandre Dumoulin, t'avais Gaëtan Germain, t'avais le petit Jérémy Gondran. Il y avait des sacrés joueurs, tu vois. Et toi, quand t'arrives là, ben, tu dois te dire qu'il y a qu'un truc à se dire, c'était, voilà, il faut travailler pour réussir à exister dans ce milieu-là, quoi. Tu m'arrêtes si je me trompe, mais avant de démarrer avec Bourgoin, c'est également à l'été 2007 que tu es appelé par l'équipe d'Algérie pour jouer un match contre Agen. J'ai lu ça. Ben, c'est l'année pile après la première année à Bourgoin, en fait. Tu vois, c'est l'été d'après. Qu'est-ce que ça représentait pour toi et ta famille de jouer ce match-là avec ce maillot-là du haut de tes 19 ans, quoi? Ben, le truc que tu te dis, c'est que déjà, de un, dans ta tête, tu peux jamais penser à l'équipe de France. Déjà, tu pensais même pas au top 14, encore moins à la Pro D2, tu vois, tu pensais à rien. À cet âge-là, on t'appelle pour défendre un pays, ben, tu dois le défendre, tu vois ce que je veux dire? Et c'est les premières fois où je commence à toucher un peu ce qui est la vie de quelqu'un qui devient un rugbyman professionnel, qui doit vivre rugby, penser rugby constamment, quoi, tu vois. Et en plus, c'est anecdotique, c'était quand même mon premier match contre un vrai club professionnel, et c'était à Agen, tu vois. Ouais, c'était Agen déjà, ouais. C'est quand même incroyable, tu vois. Et je pense que peut-être mon dernier club professionnel, ce sera Agen, tu vois. Donc c'est ça qui est quand même, ça m'a ouvert la marque et ça me fermera la marque. C'est quand même beau. Et ouais, donc c'était quand même particulier parce que tu rencontres plein d'autres joueurs et tu vois des visions différentes, d'horizons différentes. Bien sûr, c'est quelque chose de fort de jouer pour le pays de ses origines. Et c'est important et c'est eux qui m'ont quand même fait mes premières réflexions, tu vois, de savoir vivre ensemble et quand t'as peu de temps pour pouvoir jouer, tu vois. Et donc l'aventure humaine a quand même été exceptionnelle, quoi. Qu'est-ce qui fait que tu es resté à Canan au centre de formation de Bourgoin? Ben écoute, moi, étant plus jeune, j'étais un peu moins, on va dire, réceptif. Tu vois, quand tu viens de, T'as quand te tu dis, brûlé un peu?
Ouais, un peu moins, on va dire, un peu plus dur, j'étais dans la tête. On va dire un peu moins réceptif à ce qui était dit et je comprenais pas le système, quoi, plus exactement. Et je pense que j'étais pas assez mûr psychologiquement. Et sur l'impulsivité, voilà, je suis parti à Marseille parce que je connaissais Benoît Rover et Claude Attia à cette époque-là, de France Rubicité, tu Ben vois. Je sais pas justement, si j'allais ça- te demander, comment tu te retrouves à Marseille, à centaines de kilomètres de là, un club qui monte de Fédéral 2. T'as même pas 20 ans, comment ça se passe? D'ailleurs, t'arrives avec ta petite valise, tu crèches chez un copain, comment ça se passe? En fait, cette carrière en fédéral, c'était quand même, tu vois, il y avait quand même un peu d'un mec qui connaissait pas le milieu et qui a vécu des aventures pour se forger et qui était pas assez peut-être attentif à ce moment-là et qui aurait dû peut-être un peu plus poser des questions pour avoir certaines réponses, tu vois. Et donc là, tu vois, tu arrives à Marseille parce que, bah, écoute, pourtant, j'avais à cette époque-là d'autres centres de formation qui m'avaient appelé, tu vois. Et je sais pas pourquoi je suis parti à Marseille, tu vois. Enfin, c'est parce que voilà, j'avais de l'affection pour. Moi, je suis quand même quelqu'un de très, très sur l'affect. Et quand je tombe sur ben, Claude Attier, comme je t'ai dit, je l'ai rencontré à France Rubicité. Je sais pas si tu connais cette association qui avait été lancée à l'époque. Tu vois, en fait, ils récupéraient des personnes de quartiers difficiles et qui montraient qu'ils devaient s'en sortir par le rugby, tu vois. Et donc, ça aussi, c'est une histoire incroyable qui m'arrive. C'était l'été juste avant d'aller à Bourgoin, tu vois. On était parti jouer les moins de 20 les moins de 19 ans du Maroc. Tu vois ce que je veux dire, mais Ah ouais. bref, c'est des histoires incroyables, tu vois, qui me sont arrivées. Et donc, tu arrives à Marseille, ben, parce que tu connaissais, il y avait plusieurs jeunes aussi comme moi de France Publicité qui étaient là. Donc, on se connaissait un peu quelques-uns, tu vois, on était à peu près quatre, je crois, exactement. Et donc, pour moi, c'était un peu plus facile d'arriver comme ça. Et après, tu arrives dans un truc où enfin, tu t'y attends pas aussi, tu vois. Quand d'un coup, déjà, ils ne prennent que des papas, tu vois, de la fédérale qui avaient déjà joué en pro et tout. Donc, toi, tu essaies de travailler pour être à ce niveau-là, tu vois. Et encore, tu bataillais, tu vois. Et après, tu avais le premier gros nom qui nous arrive quand même, c'était Istolomaka, tu vois. Quand tu arrives, tu as écrit signature Malika Madash, et d'un coup, tu vois Istolomaka, à ce moment-là, tu te dis, bon, ok, tu vois, c'est pas. Enfin, tu comprends ce que je veux te dire. Moi, je suis à côté, je dis, waouh, tu vois, c'est un truc de fou, tu vois. Il revenait du Japon. Après, derrière ça, on a eu Greg Mahé qui avait joué au Stade français, Stade toulousain. On avait Dridi, tu vois, on avait Jonah Lemou, tu vois, on avait une équipe de Ah ben ça, malades. ça, c'est l'anecdote de fou quand même, parce que la deuxième Ah ouais, année, bon, moi, je suis parachuté, tu vois, tu arrives là, et qui te dit qu'à l'époque, tu jouais à ta PlayStation 1 à Jonah Lemou Rugby, et sans le savoir, tu arrives et parce que le président, tu sais qu'il est capable de tout, part à un match, je sais plus où, il serre la main au Stade de France à Jonah Lemou, il lui parle et il le fait venir. C'est un truc de malade, l'histoire. Tu c'est- comprends ce que je veux dire? Et toi, t'es là, t'as 20 ans, et t'as comment encore c'est, vu tu l'équipe vois de débarquer jouer. Jonah Lomu dans le vestiaire, quoi. Je veux dire, c'est le Non, mais mec. non, mais le truc de fou, c'est que c'est pire que ça, parce que tu vois, enfin, notre président avait de l'affection pour deux joueurs, pour eux, qui pensaient que c'était vraiment les futurs du rugby. Il y avait Mathieu, un centre, et moi. Et donc, en fait, avant qu'il arrive, nous, on avait eu le droit de le rencontrer. Donc, tu vois, le truc de fou, tu vois, dans ta tête, tu te dis, ouais, tu rencontres quand même Jonah Lemou, tu vois, un truc de malade. Et on part s'entraîner qu'avec lui. Donc, c'était un jour il était venu comme ça sur Marseille, avant qu'il intègre vraiment l'équipe. Et ben, j'ai fait une séance de muscu avec Jonah Lemou, à trois, on était, et il nous a matraqué, quoi, tu vois. C'est clairement le terme, il nous a tués, quoi, tu vois ce que je veux dire. Et donc, toi, t'as 20 ans, et tu te dis, ben voilà, je l'avais pris sur la PlayStation, maintenant il est à côté de moi, et il me matraque à la muscu, tu vois ce que je veux dire. Donc, c'était quand même un beau rêve, et ben, qui a été réalisé, qui était quand même incroyable. Ouais, j'imagine que ça doit faire spécial de jouer. Après, ben, tu t'entraînes avec lui, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et qu'après, tu l'avais tous les jours. Je peux t'assurer que tu n'avais pas trop envie d'aller le plaquer quand il prenait le ballon. Même s'il était vieillissant, je peux t'assurer qu'en one-one, il était quand même sacrément dangereux encore. Oh, un Oui. animal, hein, je te jure. Il y avait Lomu, Alain Yardet comme coach, tu as dit C'est les ça? beaux noms, tu vois, Alain Yardet, beau CV en français. Ah L'objectif, oui, oui. c'est d'aller vite en Pro D2. Toi, tu devais avoir des paillettes un peu dans les yeux. Ouais. Et au final, patatras, le club a vécu un peu au-dessus de ses moyens. Tout se casse la gueule finalement. Rétrogradation administrative. C'était trop beau pour être vrai et ça, ben, ça termine mal, quoi. Ben, c'est totalement dommage parce qu'il y a vraiment un vivier à Marseille. Tu vois. Vu que nous, on était jeunes, on passait un BPGEPS. Tu vois, à cette époque-là, Sport Co. On était beaucoup de jeunes et tu visitais quand même le AC Marseille, les quartiers nord, quartiers sud, tu vois. Et tu sentais vraiment cet engouement et cette envie des jeunes de passer par le sport. Et tu vois qu'il y a vraiment un potentiel de malade sur Marseille de pouvoir faire une grosse équipe et de faire vraiment un gros pôle de formation. Après, je pense que ça prendra du temps et beaucoup, beaucoup d'énergie parce qu'il y a, voilà, les jeunes, il faut savoir les suivre, il y a du travail à faire. Et je me rappelle qu'à Marseille, ils avaient commencé à le faire. Aujourd'hui, je vais pas te mentir, j'ai pas suivi, je sais pas ce qu'il en est, mais sur les jeunes, les écoles de rugby et tout ça,
mais il y avait un paquet de potentiel. Et donc, bah, du coup, vu que le club est rétrogradé, toi, tu veux continuer à jouer à ce niveau fédéral 1. Et donc, du coup, tu cherches un club. Et comment tu te retrouves à 800 km de là, à Cergy-Pontoise, dans le nord de Paris? Ouais, c'est ça encore un problème. J'ai des problèmes dans ma tête, tu vois. Enfin, ce que je te dis, c'est qu'encore une fois, la personne qui m'appelle, c'était Vincent Lelano, tu vois, surnommé Momo, un ancien joueur du Racing Métro à l'époque, tu vois, un ancien, hein, quelqu'un de très respectable et tout, et qui était pareil à France Publicité à l'époque, et qui me dit, écoute, avec le Claude, ça s'est cassé la gueule, le club, c'est dommage. Viens, moi, je te prends, le club, il fait monter, tu vas voir, ça va être le top et tout. Et moi, pareil encore. Moi, je suis un jeune, et moi, j'ai envie de jouer, je veux matcher en Fédéral 1, et voilà, quoi. Et surtout que tu comprends que là, tu es avec des vrais anciens, donc tu peux pas avoir ta place. Tu vois, quand tu es à Marseille, tu peux pas te dire je suis le numéro un ou je vais jouer. Non, tu es jeune, il y a des paramètres à prendre en compte, les mêlées, tout ça, tu vois, là où il fallait vraiment progresser. Après, j'avais certaines qualités balle en main, tout ça, mais il fallait que je continue à parfaire, tu vois, ce chemin. Quand tu viens, en fait, d'amateur, t'as jamais poussé de mêlée. À la base, tu viens de Fédéral 2, la première mêlée que tu pousses, tu vas se te dire, c'est à Bourgoin, Ah ouais, à 19 ans. ah La ouais, première mêlée poussée de ma carrière à 19 ans. Tu te rends compte ou pas? incroyable. Tu vois ce que je veux te dire? Donc, ça veut dire que jusqu'à 18 ans, je savais même pas comment il fallait pousser une mêlée. Parce en Fédéral 2, c'était placez-vous et après, tu commences à pousser, tu vois. Tu vois le monde qui arrive et toi, tu arrives après, 2 ans après, en Fédéral 1, avec des vieux briscards qui m'ont fait le top 14, la Pro D2, des mecs avaient, tu vois, donc là, tu es obligé de le faire avec tes armes et forcément, chacun a des sensibilités, tu vois, sur l'apprentissage et tout ça. Et moi, le seul truc qui réussissait le plus à me faire travailler, apprendre, c'était de jouer, tu vois. Parce que j'arrivais pas à comprendre ce qu'il me disait, parce que vu que je viens pas du cursus, en fait, on va dire normal, tu vois, et ça, tu l'as pas, quoi. Et donc après, j'ai joué beaucoup en Fédéral 1 entre la gauche et la droite. Je jouais à gauche, je jouais à droite, tu vois, je jouais un peu les deux. Et là, je te dis, Vincent Lelano m'appelle. Il me dit, voilà, est-ce que ça te tente et tout? C'est un ami à moi qui est président du club, voilà, et on est chaud. Je dis, bah, allez, vas-y, écoute, je suis chaud, tu vois, c'est ce que je veux dire. Mais tu vas, tu dors où là-bas? Parce Pour que moi, c'est ça le truc, je me suis posé la question, parce qu'en non, là, fédéral 1, t'es écoute, là, pas. là, si je te raconte, c'est une dinguerie un peu. Tu vois, ce qui m'arrive, c'est que j'arrive, ils nous mettent dans une maison en colocation. J'arrive, le neuf, c'était un grec, il parle pas anglais, il parle pas français. Ce que je veux dire. Après, je tombe avec une personne qui est devenue une de mes meilleures amies aujourd'hui, c'est Charles Candé, qui s'appelle Carlito, tu vois. Et moi, j'étais avec ma femme que j'ai rencontrée à Marseille. Aujourd'hui, ça fait bientôt 14 ans qu'on est ensemble, tu vois. Donc, elle a eu le courage de me suivre. Ah Et là, je ouais. me dis, ouah, je suis un vrai fou, tu vois. Je suis un vrai fou. Et là, j'arrive, ben, le club, ça se passe pas trop comme c'était prévu, tu vois. Même sur certains engagements financiers, tu vois, t'arrives, c'était un peu compliqué, tu vois. Mais après, c'est normal. T'arrives dans un club qui vient de monter, qui essaye de sortir son épingle du jeu, ça a été dur, autant pour la partie administrative que la partie sportive. Des histoires de malades, mais après une équipe de fous, tu vois. Enfin, j'ai eu une rencontre humaine incroyable, tu vois. Mais vraiment. Et là, c'est là où j'ai matché toute la saison. Je jouais à gauche, je jouais à droite, je faisais les deux, franchement. C'est là où j'ai commencé à vraiment me faire voir, en fait, au niveau fédéral 1, tu vois. Et ouais, parce que du coup, tu joues. Mais Chalon ou pas, eh ben, encore une fois, la saison où tu as Sergi, le club descend. Ouais, elle a pas de chance du tout, tu Mais vois. toi, tu lâches pas, hein, parce que tu veux pas descendre de niveau. Et donc, du coup, tu pars à Dijon. Voilà. Ouais, c'est ça. Ben, en fait, le truc qu'il y a, c'est qu'il se passe, c'est quand tu es jeune, il y a, tu sais, je m'entoure d'un agent parce que je connaissais rien, vraiment, je comprenais pas. C'est pas, je connaissais rien, mais tu sais, quand tu es jeune, tu as ce côté, comme on l'a à la française, quand même, parler financier, c'est pas notre délire. Parler engagement, réflexion, tu l'as pas à cet âge-là. Tu vois, tu peux pas aujourd'hui t'asseoir à une table d'un président et te dire, bon, écoute, comment ça va se passer plus tard? Qu'est-ce que va être le recrutement? Ou discuter avec un manager? Tu sais pas le faire. C'est pas vrai. À 21 ans, tu es là. En plus, comme je te dis, tu vois, à la base, tu sors pas du cursus normal, donc t'es pas baigné dans ça, quoi, tu vois. Et donc, je fais confiance à un agent. Dis-toi, quand je pars de Cergy-Pontoise, je devais avoir 11 clubs qui m'avaient appelé de Fédéral 1. Et Et t'as moi, tu sais, choisi je fais Dijon. confiance. Et non, moi, je fais confiance. C'est ça que je comprends pas. C'est que je fais confiance à cet agent-là, tu vois. C'est pas Dubaï, Et Dijon. non, mais attends, c'est que Dijon, ils m'annoncent un prix. Quand je vais discuter, je vais visiter et tout. Donc, eux me veulent, tout se passe bien, ils m'annoncent un prix. Et mon agent m'appelle, c'est un autre prix. Tu vois ce que je te dis ou pas? Et moi, tu sais, j'avais envie de jouer en Fédéral 1. Donc, c'était moins cher que ce qu'ils m'ont dit. Donc, moi, je m'en foutais, tu vois, de l'aspect financier. L'objectif, c'était de jouer au rugby, tu vois. Ouais. J'ai jamais été quelqu'un. Moi, j'aime vraiment l'humain, tu vois. Et donc là, je dis, je vais à Dijon. Et là, j'arrive, mon pauvre Dijon. Au début, ça se passe bien, mais après, tu sens quand même que, tu vois, il faut savoir s'intégrer quand même dans certains groupes. Et en plus, je n'étais pas un joueur fini, tu vois. C'est encore quelqu'un qui avait besoin d'apprendre, de progresser, savoir échanger. Tu sais, je n'étais pas encore mûr, tu vois. Franchement, cette année à Dijon, ça a été la plus grande année de transition qui m'a fait basculer T'as sur la switché. réflexion et sur le professionnalisme, réellement. Parce que ben, j'étais à l'époque, paix à son âme, à Éric Melville, tu vois.
Ouais. C'était mon manager, avec Lipi Sinotte, après, qui a été entraîneur aussi à Oyonnax, tu vois. Et eux m'ont fait ouvrir les yeux. Et après, je suis tombé sur un préparateur physique avec qui je me suis hyper bien entendu. Il s'appelait David Cerquera, exceptionnel. Et franchement, ça m'a fait switcher, tu vois. Pourtant, c'était dur. Et la deuxième partie de saison, c'est là où j'ai le plus enchaîné. J'enchaînais beaucoup avec la sélection de Bourgogne, tu vois. Enfin, j'ai pu vraiment progresser. Et encore une fois, tu vois, c'est qu'à moi, je craque. Parce que vu qu'Éric Melville n'allait pas rester, que c'était pas, voilà, c'était pas la folie, moi, j'ai dit, écoutez, en février ou en mars, tu vois. Moi, je dis, voilà, moi, je veux une rupture conventionnelle. Et Et tu ma femme, elle me t'en. dit, mais Malik, on va aller où? Et je lui dis, mais je sais pas. Tu vois, moi, dans ma tête, c'est ça le problème. C'est quand j'étais plus jeune, tu vois, je faisais les choses par impulsif, tu vois. J'étais impulsif. Et je lui dis, ben écoute, le destin nous amènera au bon endroit, tu vois. Je dis, allez, on verra. Et puis voilà, tu vois. Et dis-toi que la dernière semaine des ouvertures de transfert, eh ben, je signe à Saint-Angély, tu vois. Je signe mon contrat sur un capot de voiture. Tu vois, je veux te dire le truc de fou, parce que en fait, il m'appelle le soir, il me dit, je te veux, on se met d'accord. Et là, boum, je signe. Et voilà, quoi. Et ça, c'est ton année un peu, on va dire, charnière, parce que tu as fait 2 ans à Marseille, 1 an à Cergy, 1 an à Dijon, et là, tu arrives à Saint-Jean-d'Angély. C'est lors de cette année qu'Albi te remarque et vient frapper à ta porte. Albi en Pro D2. Après tout le chemin que tu as parcouru, ça devait battre fort à l'intérieur là, quand tu as reçu le coup de fil, non? Écoute, en fait, ce qui se passe, c'est que tu vois, c'est cette année-là où j'ai dit, bon, écoute, il va falloir arrêter de tourner à gauche, à droite, à gauche, à droite, dépanner là. Maintenant, c'est simple. Si on te dit, tu peux jouer à gauche, tu dis non, tu joues qu'à droite. Et pareil, tu vois, c'est une équipe. Je tombe sur une équipe qui arrive, qui vient de monter, mais qui a une chaleur et une valeur humaine de malade. Tu pars parce que tu as envie d'aller en Pro D2, mais t'as pas envie de partir. Tu vois l'histoire de fou? Parce qu'en fait, tu vis quelque chose tellement magique avec les mecs que c'est incroyable. On a réussi à maintenir le club cette année-là. Et pourtant, je peux t'assurer que c'était pas les moyens de fou, mais humainement, tu avais des joueurs exceptionnels et un cœur de fou, quoi. Tu sais, ça lâchait jamais rien, tu vois. C'était exceptionnel. Et là, quand t'es appelé, ben, en fait, quand je pars à Saint-Angély, je quitte l'agent. Je lui dis clairement par téléphone, je dis, écoute. Et parce qu'en fait, tu sais, je lui dis, écoute, voilà ce que tu m'as proposé à Dijon. Je dis, regarde, il m'a proposé Saint-Angély. Je dis, tu vois, quand même, tu vois, il y a eu un petit manque de respect entre nous, tu vois. Enfin, moi, je suis très gentil, j'ai pas envie de m'embrouiller pour rien. Et cette personne-là, si je la revois, on se fera la bise, c'est quelqu'un que j'apprécie toujours, tu vois. Mais chacun regarde ses intérêts, et à ce moment-là, il avait plus regardé les siens que les miens, tu vois. Ouais. Et quand tu signes ce contrat pro là, avec le chemin que tu as parcouru quand même, Bah, là, après tu les te dis, galères, après les colocations, etc. bah, là, tu te dis, c'est un aboutissement. Tu te dis, c'est un aboutissement parce que c'est un rêve de joueur en professionnel. Même si déjà en fédéral, tu sais, c'était déjà pro, tu vois. Dijon, c'est un tu vois, t'entraînes tous les jours, tu vois. Mais là, à Albi, tu vois, c'était vraiment voilà, le contrat Pro D2, c'était vraiment des matchs de Pro D2 et c'était incroyable. L'engouement, Henri Broncan, qui a été pour moi le manager, ça a été une révélation pour moi. Mais des anecdotes de malade, il est exceptionnel. Je te promets, c'était un manager exceptionnel parce qu'il était très fort. Je pense qu'il savait prendre les joueurs comme moi, tu vois, et faire ce qu'il voulait, tu vois, et Le c'était sorcier, on top. l'appelait le sorcier. Ah ouais, ah, il était trop fort, tu vois. Franchement, il était trop fort. Je faisais venir le matin, je faisais mon vélo le matin plus tôt, tu vois, j'arrivais, tu vois, vers 7 heures. Et lui, il me mettait au milieu entre lui et un de ses potes, tu vois, et je passais 1 heure où il s'amusait à me rendre fou, tu vois, pendant 1 heure pendant que je faisais mon cardio sur le vélo, tu vois. Mais c'était malade, hein. C'est des souvenirs incroyables. Tu te dis, mais en fait, t'es en train de faire ton cardio et t'es entre deux vieux, là, et ils t'en mettent plein la gueule. Et ils s'amusent, ils se foutent de ta gueule en disant, ouais, t'es une pipe, je pense que tu pourras pas jouer. Il te joue tous les week-ends, mais le mec, tu te rends compte, il te dit, ouais, je sais même pas si un honneur tu peux jouer, tu vois, t'es cata. Et toi, t'es là en train de faire ton vélo. Tu vois le genre de truc. Mais moi, ça me faisait rire. Je dis, il est incroyable. Tu vois, c'est incroyable. Et je vais te dire, la plus belle anecdote d'Henri Broncan, c'est on devait recevoir La Rochelle, il me met hors groupe. Et il me dit, le week-end prochain, tu seras titulaire à Lyon. Grosse C'est équipe. l'année où Lyon monte et La Rochelle monte aussi après, tu vois. Grosse équipe, Lyon. Ouais. Et c'était Lyon à Lyon. Et je sais pas si tu te rappelles, mais à l'époque, tu passais pas à la télé tout le temps. Il y avait qu'un match, la Pro D2. Et là, c'était Lyon-Albi en prime sur la télé, tu vois, sur Eurosport. Ouais. Donc moi, toute ma famille, elle aurait regardé, tu vois, fait un truc de fou. Et là, moi, il me met la pression. Et le lundi, il arrive, tu vois, il rigole. Il adore mettre des coups de pression, tu vois. Il arrive, il rigole, il me dit, ouais, t'es prêt? Je dis quoi? Il me dit, ben, ce week-end, pour ta fin de carrière, devant la France entière, il se barre. Tu vois ce que je veux dire? Et là, tu passes la semaine entière, je te jure, à transpirer. Moi, ça va, j'ai eu de la chance, j'avais fait un beau match ce week-end-là, mais waouh, cette pression, mon pauvre. C'est pour te dire, Henri Broncan, il était exceptionnel, tu vois, il arrive à transcender, tu vois, et c'était incroyable. T'as connu Henri Broncan, t'as connu aussi Hugo Mola, qui était. Et Hugo Mola, lui, t'as fait apprendre le rugby, qui aujourd'hui fait la joie du Stade Toulousain, hein. Ce jeu de déplacement, savoir être fort au contact, pareil, c'était un manager pour moi qui a su me comprendre et que j'ai su comprendre. Et voilà, je pense qu'on a fait une très belle année ensemble. Ça a été un super manager. En fait, il a recadré
Et il a remis du professionnalisme dans ce club, tu vois, sur nos structures rugbystiques. Il a réussi à continuer à faire éclore ce que, à qui Henry avait confiance. Et après, il a su faire venir des mecs qu'il a fait éclore. Comment ça s'appelle? Vincent Faré, il venait de Vannes, tu vois, Et Gabriel titulaire. Lacroix de mémoire aussi. Gabriel Lacroix, mais c'était Henri Broncan, ça, tu vois. Ouais, ouais. Henri qui était arrivé, Marie, il a excellé avec Hugo, avant qu'il parte à La Rochelle, tu vois. Et Hugo a réussi à exceller un paquet de jeunes, tu vois. Un Dan Fallait à fin, une troisième ligne qui vient d'arriver des All Blacks, moins de 20 des Baby Blacks, personne ne connaissait. Il a été exceptionnel cette année-là. Il nous a pris un peu des mecs de partout. Et c'est cette année-là où c'est qu'il y avait le retour de Christophe Lafroy, tu vois, un pied gauche. Incroyable. Vous arrivez en demi-finale En demi. avec Albi. Ouais, demi. C'est ton premier, on va dire, moment fort de ta Très, carrière. très fort. Dis-toi, c'est très, très fort. Parce que tu disais que l'année dernière, tu jouais le maintien. Tu vois ce que je veux te dire? Ouais. L'année dernière, on a joué le maintien, on se battait tous les week-ends pour essayer de grappiller. On allait grappiller tous les matchs de partout, tu vois, à l'extérieur, tout ça. On n'était pas dans le vrai rugby pro de la gestion, de tu dois gagner à l'extérieur, tu dois tout gérer là, tu vas. Non, non, là, c'était l'année où il fallait se maintenir. Henry, il a envoyé tout le monde au maximum, tu vois ce que je veux dire, toute l'année. Donc voilà. Mais après, ouais, cette année-là, la demi-finale, elle était exceptionnelle. C'est un souvenir unique. Cette semaine, elle était particulière. Tu perds sur un fait de match, tu vois, ce qui est dommage. Parce qu'on sait pas jusqu'où on aurait pu aller, quoi. Cette année-là, c'est Pau qui est champion de France, qui monte en top 14. Et la saison suivante, eh ben, la section te contacte. C'est le premier club de top 14 qui est venu toquer à ta porte? Non, j'en ai eu deux. Bon, je vais pas dire non parce que ça sert à rien à cette époque-là, tu vois. Enfin, C'était Montpellier. bref, non. Non, non, j'en ai eu deux. Et en fait, j'en ai eu deux en fait, à la fin de mon premier contrat avec Albi. Et on a réussi à me retourner la tête à Albi pour rester, tu vois. Alors que j'avais l'appel de deux clubs de top 14 à ce moment-là, j'étais allé les voir. Tout se passait top, tu vois, quand on fait cette demi. Et il y avait deux clubs qui m'avaient appelé, qui avaient fait le forcing, et je suis pas allé parce que Albi m'avait retourné le cerveau. Quand ça se passe bien, t'as pas envie, tu vois, t'es bien, quoi. Et donc après, l'année d'après, ben, finalement, je suis allé à Pau. Je suis resté un an à Albi, et finalement, je suis allé à Pau, quoi. C'était quoi le plus impressionnant en arrivant à Pau? Le fait de jouer avec une légende comme Conrad Smith, bon, tu avais déjà joué avec Lomou, donc tu connaissais un petit peu. D'être entraîné chez les avants par une autre légende, Karl Lehmann, ou tout simplement l'accent de Simon Mannix, qui était impressionnant aussi. Ouais, un peu les trois, tu vois. La San Simon était pas mal quand il était énervé, tu vois, vraiment. Je comprenais pas. C'était tendu, quoi. Ouais, c'était agressif quand même. Quand il était énervé, mon poulet, il n'y avait pas beaucoup qui voulaient parler, quoi, tu vois. Mais après, non, après, c'est vrai, je joue avec quand même un des joueurs les plus classes avec qui j'ai joué, tu vois. Vraiment. Conrad Smith, c'est un truc de malade. Même à 36 ans, il était encore. Oh, tu vas t'imaginer. Au cardio, il était devant tout le monde, c'était un truc de fou. C'était la classe, une humilité comme jamais, un mec qui fait incroyable. Un joueur, un truc de fou, quoi, tu vois. Enfin, je peux pas te dire mieux que ça. Une capacité, une intelligence situationnelle, une intelligence défensive qui était incroyable, quoi, tu vois. Snakey, c'était un truc de fou, quoi. Après, tu as aussi quand même être entraîné par Karl Lehmann dans ta tête. Pour toi, c'est quand tu joues pilier droit, c'est quand même plus que ta référence autant par la taille que par la carrière qu'il a eue et le joueur qu'il a été, tu vois. Au niveau de l'exigence, avec tout ce qui est conditions physiques, contrôle du poids, masse graisseuse, etc., est-ce que tu as senti une vraie différence entre la Pro D2 et le top 14? Non, parce qu'en fait, là où tu sens la différence, c'est toi. Tu vois, tu le sens toi-même. À quel niveau d'exigence tu veux être et qu'est-ce que tu veux rendre sur le terrain. C'est surtout ça. En fait, quand tu as ce ressenti-là, c'est là où tu peux encore plus performer, quoi. C'est surtout quand tu as ces contrôles de poids, c'est pour avoir de la performance terrain, quoi, tu vois. C'est pas pour emmerder les mecs ou quoi que ce soit, quoi. Tu t'acclimates très facilement au top 14. Tu ne manques d'ailleurs que 2 matchs de top 14 sur tes 2 premières saisons à la section paloise. Tu joues tout. Donc, on a l'impression que tu prends ton pied à cette période. Ah oui, oui, mais en fait, c'est comme tout joueur. Quand tu es sous la confiance de ton manager et tout ça, tu sais, ça roule tout seul, quoi. Tu peux demander à n'importe quel joueur, hein. On marche tous à la confiance, hein. Quand ta tête, elle est droite, que tu penses qu'à ça, et t'as pas de problème, tu vois, il n'y a pas de blessure qui viennent t'emmerder, t'as rien du tout, quoi. Après, c'était 2 saisons très longues, tu vois, parce que j'avais enchaîné avec les Babas à la fin de la première, j'enchaîne avec l'équipe de France après, tu vois, tu t'enchaînes tout le temps, quoi, tu vois. Enfin, c'était un rythme de malade, mais quand je te dis, quand t'as la confiance, tu peux soulever des montagnes, c'est d'une facilité incroyable, quoi. Et justement, tu parles des Babas parce que la première année avec Pau, tu as appelé pour jouer en Afrique du Sud avec les Barbarians français contre les Springboks A. Il y avait dans ce groupe des glorieux anciens, hein, Fred Michalak, Fabrice Estebanès, Arnaud Mélin, je crois. Vous avez joué 2 matchs, dont le deuxième près du fameux ghetto de Soweto. Quel souvenir tu gardes humainement et sportivement de cette aventure? Ça, pour moi, déjà de un, tu as joué avec des très, très grands joueurs qui, pour eux, étaient leur dernier voyage parce qu'ils étaient tous ils partaient à la retraite. Donc, déjà de un, cette alchimie et cette énergie qui en est sortie était incroyable. De toute façon, tu l'as vu quand on est parti voir le match, quand Fred il se fait interviewer, quand on est derrière, on fait n'importe quoi, tu vois. Enfin,
il y avait pas, je sais pas comment t'expliquer, mais c'était exceptionnel, tu vois. Ces 2 semaines-là, elles ont été mémorables et gravées à vie, quoi. Et tu faisais c'était exceptionnel. Tu te défonçais le terrain, sur le terrain. Après, t'avais l'esprit vraiment babas, quoi. Tu vois, les babas, c'est un état d'esprit unique et je le souhaite à tout le monde de pouvoir le vivre, tu vois. C'est vraiment, vraiment exceptionnel. Durant cette tournée, il paraît que vous avez joué le remake de Titanic. Est-ce que tu peux m'en dire plus? Wow. Écoute, en fait, ce qui se passe, c'est que il y a tous les mecs, en fait, c'est la semaine avant le dernier match, qui disent, allez, ouais, ce serait bien qu'on aille faire un tour de bateau pour aller voir les requins. Tu vois, en fait, tu nages avec les requins, et en fait, t'es dans une cage, et tu vois les requins, quoi, tu vois. Et vas-y, on se chauffe et tout, et moi, tu sais, je suis pas trop de mental, tu vois, sur des trucs comme ça, tu me chauffes 2 secondes et j'y vais direct, quoi, tu vois, je vais avec eux. Allez, on se baie, on part à 4 heures du matin, dis-toi une galère, faut déjà t'es mort. Et là, t'arrives, le premier bateau, le mec, premier bateau, tu sais, tu dois sortir de la baie. Ouais. Tu vois, tu vas essayer de sortir de la baie pour aller sur l'océan. Premier bateau, il me fonce pas sur un rocher, le monsieur, là. Le bateau comme ça sur le rocher, non, mais n'importe quoi. Et là, je te jure, donc tout le monde saute. En fait, il nous crie sauter. Nous, on n'avait pas fait attention. On saute, il y avait ça d'eau. Et là, déjà, d'entrée, tu dis, bon, le mec, il te bisute. Bon, déjà, premier bateau mort. Donc, tu te retrouves à t'être levé à 4 heures du matin, à être au milieu d'un océan, en train de tirer un bateau pour pouvoir lui faire remorquer. Tu vois ce que je veux dire? Donc, tu tires ton bateau dans la mer, t'es au fond du seau, quoi. Et là, moi, je dis, les mecs, franchement, je sais pas ce qu'il a, ce chauffeur. Non, on n'y va pas, on arrête. C'est pas grave, on va aller boire le café, tout va bien se passer. On arrête. Non, on est venu là pour ça. Allez, il faut qu'on y aille et tout. Et là, ils vont me chercher un autre bateau, finalement. Ils vont vraiment le chercher. Il y a un deuxième bateau qui arrive. Et là, écoute-moi bien. Là, je dis, les gars, franchement, il a l'air énervé, le conducteur, parce qu'il a cassé un bateau. Venez, on arrête, s'il te plaît. Venez, on annule et tout. Non, vas-y, et tout, on est chaud, tu vois. Je dis, mais vous êtes des malades. Là, on y va, écoute-moi bien. Le moteur, j'ai juste à démarrer le moteur, c'était de la grosse fumée blanche et tout, tu vois, genre le moteur encrassé, tu sais, ils ont dû le chercher derrière la cabane, celui-là de bateau, tu vois, tu t'es dit, waouh, non, franchement, je dis, il y a tous les signaux, ils sont pas bons, les gars, arrêtons. Ah, mais dis-toi que là, tu vois qu'on monte sur le bateau et là, il bombarde. Là, je te dis, il bombarde, mais quand je te dis, il accélère de fou. Tu vois, il faisait des tours de la baie pour sortir. Et je sais pas ce qu'il criait, je peux pas sortir et tout. Il disait ça au guide, tu vois. Et il accélère, il accélère. Et là, jusqu'il arrive au moment. Mais je te jure, on était éloigné, hein, de la plage, tu vois. Et là, il te prend pas une vague. Et au lieu de ralentir, quand il prend la vague, il réaccélère. Dis-toi que moi, quand même, je fais partie des plus légers, tu vois. J'étais avec Alexandre Flancard, avec Dubié, notre côté. Dis-toi, il s'est relevé le côté. Donc, moi, mon côté, tu me revois, en fait, je suis parallèle à l'océan, tu vois. Dans le bordel, je vois dans mon angle du biais qui plonge. Moi, il n'a même pas réfléchi, plongé direct. Ce qui est bien, c'est que moi, j'avais bien mis le gilet de sauvetage. Le gilet m'étouffait comme ça dans l'eau. À la fin, tu me voyais, moi, en train de batailler, parce que je suis pas le plus grand nageur, avec mon gilet à gauche, essayer de nager. Moi, t'as compris, hors sujet, le monsieur. Vous allez voir des Euh, requins en plus, donc finalement. Attends, mais je sais même pas, tu sais même pas ce qu'il y a, toi, Bah tu oui. transpires. Et là, t'étais pas bien, tu vois. Flancard qui était bloqué sous le bateau, tu te dis, mais qu'est-ce qu'on branle ici, tu vois. Et là, t'as Antoine Herbani qui me prend, franchement, il nageait, il a nagé trop bien. Ah, il a nagé trop bien. Et je me suis mis à attelé à Nani tranquillement, à Herbani, tu vois. J'ai laissé me ramener jusqu'au rive. Tu vois ce que je veux dire? Ah, moi, il n'y arrivait plus, tu vois, exceptionnel. Il y avait pas Herbani, je pense que je suis encore en train de, avec ma bouée tranquillement, hein. Tu me laisses sur le sang, je n'ai pas bougé. Attendez, quoi, c'était quand même très, très compliqué ce moment-là. Après, c'est un moment unique, tu vois. Mais Bon, les deux moteurs pétaient. vous avez pas vu les requins du coup. Ben, si on les voyait là, je pense qu'on était morts, tu vois. Ouais, ouais. Ça aurait été plus compliqué que prévu, tu vois. Mais exceptionnel, hein. Mais ça, c'est la plus grosse anecdote. Mais il y en a une autre aussi qui est, dans la même semaine, on va, tu sais, dans un safari géant, tu vois, pour visiter. Ça aussi, pourquoi je dis oui à des trucs comme ça? On arrive d'entrée, à peine avant de rentrer dans un safari, un éléphant qui commence à charger les voitures. Parce que on a les vidéos et tout. Non, mais c'est un truc de malade. Tu te dis, il n'y a pas, pourquoi on est venu? Tu vois, encore une fois. T'as vu des tanks arriver sur toi en carrière, mais là, Ah quand non, mais même, là, tu dois pas. l'éléphant, c'était flippant. Ouais. Parce qu'à un moment donné, tu sais, il suivait le bus. Tu avais le bus qui était comme ça et lui, il te suivait de l'autre côté, quoi, tu vois. Et là, tu te dis, waouh, enfin, c'est des trucs de malade. Et là, on part avec presque le même groupe de mecs. Et là, il y a un gars, tu vois, il entend rugbyman, donc tu vois, les mecs, ils se chauffent plus que d'autres. Il conduit, boum, il me bombarde de partout, il siffle, il fallait baisser la tête, j'étais même pas au courant, soit tu te prends des branches dans la tête. Non, mais c'est n'importe quoi. Et là, il veut faire le fanjo parce qu'il y avait il y avait des lionceaux. Ouais. Et il y avait les lions. Mais les lions, il nous dit, elles sont agressives parce qu'elles ont eu des somnifères il y a pas longtemps. Donc, elles vont être un peu plus agressives, encore plus parce qu'elles sont avec les bébés lions, tu vois. Et rien de mieux qu'il trouve, c'est qu'il accélère et regarde nulle part. Il me bloque pas le Jeep, il me la bloque pas dans deux trous.
C'est Ah, bien mais je avec te les lions jure. autour. Non, mais il a bloqué, non, mais les deux roues du même côté. Tu sais, il m'a bloqué les deux roues du même côté. Et là, on voit pas les deux lions arriver. Là, je te dis, tu transpires. Ah, tu fais Là, je pas te le dis, malin là. moi, je suis parti en fou rire, mais de stress. Je me dis, qu'est-ce qui nous a. Mais attends, mais qu'est-ce que c'est ce truc de fou, tu vois? Et tu vois les deux lions passer, je te jure, hein, avec les petits lionceaux. Et là, quand tu vois le conducteur, quand même, qui fait ça tout le temps, transpirer pas bien, tu vois, à se dire, les gars, appelez l'autre radio, venez nous aider, tu vois, pour tracter la voiture. Non, mais n'importe quoi. Je te dis, ce voyage était exceptionnel. Mais on a eu des trucs, mon pauvre. Là, j'en rigole, mais ça aurait pu être un drame de fou. Mais qu'est-ce que c'était marrant. T'as failli être Non, mais c'est bouffé chaud deux quand même, fois hein. en l'espace de 15 jours. Dans la même semaine, tu vois. C'est genre, ça, c'était le jeudi. Et le lundi, c'était les requins. Le jeudi, on a fait ça, tu vois. Moi, alors, je voulais plus rien faire. Tu Ah m'étonnes. ouais, Tu m'étonnes. je peux te dire que c'était incroyable. Ben, sacrée expérience. Et puis, 4 mois après les Babas, c'est la grande équipe de France qui fait appel à toi. Tu es appelé pour jouer un match en semaine contre la Nouvelle-Zélande. Ah oui, c'est pas comptabilisé officiellement comme une sélection par World Rugby, mais ça, je pense que tu t'en foutais un peu. Et Vraiment. avec ton parcours atypique, être appelé à porter ce maillot-là, qui plus est face aux All Blacks, comment tu l'as vécu avant, pendant, après? Écoute, ben déjà, quand t'es appelé, déjà, tu t'y attends pas. Vraiment pas. Un truc de malade. Et après, quand tu le vis, c'est un truc de. Pour moi, personnellement, c'est l'apothéose du joueur de rugby. Tu ne peux pas te dire, quand tu es joueur de rugby, jouer avec l'équipe de France contre les All Blacks, tu peux pas avoir plus gros rêve. Et c'est pour moi la plus grosse chose qui a été réalisée dans ma carrière et une des choses dont j'en suis le plus fier. Et encore plus en étant titulaire, tu vois, enfin, voilà, c'est fort. Pourtant, j'avais déjà chanté plusieurs fois la Marseillaise, tu vois, avec les Babas et tout, tu vois, parce que j'avais fait aussi France Amateur contre l'Écosse. Et là, c'était une sensation mais de malade quand t'as 80 000 personnes, 60 000 personnes qui te chantent la Marseillaise en même temps que toi. C'est un truc de malade. Je te dis vraiment, Ouais, c'est le en sommet de ta carrière, sensation, c'est le oh, plus beau souvenir. ah ouais, c'est incroyable. Et du coup, à ce moment-là, est-ce que tu commençais à te projeter? 6 nations, tournée, Coupe du Monde, forcément, quand ça arrive, tu dois y penser un peu quand même. Écoute, c'est l'année où, ben, pour moi, vraiment, c'était ma plus belle saison, je pense, rugbystique. Ben, t'y penses parce que ce match-là, il y avait trois noms qui étaient sortis. Et je crois que si je me trompe pas, il y avait Gabi, Sekou et moi, tu vois. Et ce qui se passe, c'est qu'en décembre, moi, il y a Simon qui m'avait appelé, qui m'avait dit que normalement, je ferais peut-être partie du groupe pour les 6 nations. Et le truc, c'est que ça a changé complètement de manager à ce moment-là. Tu vois, c'est quand Guy se fait enlever. Quand ça a changé, ben, il faut tout refaire du début, reprouver que tu peux prétendre. C'est peut-être une des meilleures fins de saison que j'ai faites avec la demi-finale à Cardiff, tu vois. Voilà, et après, je suis pris dans le groupe France. Tu es dans le groupe protégé, là, des 40 Ouais. à la Il y a fin de la saison. 40, aussi contre le stage en août à Marcoussis, tu vois. Voilà, mais par contre, la suite, elle n'est pas aussi bonne qu'espérée. Tu l'attribues plus à l'arrivée des blessures, parce que tu en as eu, au résultat de Pau, à tes relations qui devenaient un peu plus compliquées avec le manager Simon Mannix, ou juste à des performances qui étaient moins bonnes, tout simplement. Ben, ce qui s'est passé, c'est que, tu sais, quand tu es managé d'une manière et que ça change, ben, en fait, tout change dans ta tête. Toi, tu n'arrives pas à t'adapter, quoi. Et j'ai pas compris pourquoi ça s'était tendu entre nous pour rien. Et encore aujourd'hui, pour moi, je lui dois tout. Donc, notamment cette sélection en équipe de France, tu vois. Si Simon ne m'avait pas fait confiance, qu'il m'avait fait confiance, j'aurais pas été au niveau où j'ai été, tu vois. Donc après, là, c'est vrai que je me suis blessé pendant la prépa, tu vois. J'étais déchiré à l'adducteur. C'est pour ça que quand je suis monté à Marcoussis, ben, c'est eux qui m'avaient soigné, mais je pouvais pas me faire les entraînements. Et après, je reviens contre Toulon et voilà. Donc après, il y a eu des choix de coach où j'ai pas compris, tu vois. On n'a plus du tout eu la même approche, C'est celui qui mais te par fait. rapport aux dernières saisons, tu vois. Et pourtant, c'était l'année où j'ai jamais été aussi affûté, tu vois. C'est pour ça que je te dis le parallèle qui est folle avec les exigences, c'est que cette année-là, au moment où, quand je jouais tout le temps, par exemple, le match en équipe de France, je te donne une anecdote qui est simple, c'est que mon match en équipe de France, quand même, j'ai fait 60 minutes face au All Black. Je pense que c'est une équipe qui a le plus de mouvements au monde. Ben, je faisais 145 kilos, tu vois. Et cette saison-là, début de saison à Pau, j'étais à 140. Donc la valeur de Pau, après, voilà, elle est subjective. Mais par contre, c'est qu'il n'y a qu'une chose qui va rentrer en compte, c'est la confiance qu'on te donne. Après, tu dois savoir réfléchir différemment. Comme je te dis, là maintenant, je suis plus le même joueur que quand j'étais plus jeune. Mais voilà quoi. Du coup, tu joues un petit peu moins. Et en 2020, c'est l'arrivée du Covid et le confinement. Alors la saison, elle est arrêtée à 9 matchs de la fin. Pour la section, ça tombe plutôt bien, hein, parce que les résultats et le contenu à ce moment-là, c'était pas bon. Toi, juste pour revenir à ton cas perso, comment tu l'as vécu cette période, le fait de devoir gérer tout simplement le fait de garder la forme, garder la ligne, sans les entraînements collectifs? Un pilier, ça aime pas beaucoup courir en général, Non, hein. mais déjà, c'était compliqué. C'est dur, t'es enfermé, tu vois.
Après, tu es juste informé par ce que tu entends à la télé, à la radio, ce que le groupe, avec les joueurs, on en parle, tu vois. Mais après, ouais, c'était dur. Après, heureusement qu'on a eu de la chance, c'est que le club nous avait mis des watt bike ou rameurs à disposition, tu vois, pour qu'on puisse continuer à s'entraîner. Et voilà, donc c'était franchement dur parce qu'en fait, quand t'as pas de rigueur, une obligation en fait sur tes temps horaires et tout ça, c'est plus dur. Et moi, en fait, j'avais deux enfants en bas âge, donc le seul moment que t'as vraiment pour t'entraîner, c'est au moment où tu les mets à la sieste, tu vois. Ouais, ça fait court quand même. Est-ce que c'est cette période-là qui peut-être aussi qui a expliqué pour toi ce qui va suivre, à savoir qu'à la reprise, bah, tu joues que deux bouts de match de Challenge Cup et sur l'ensemble de la saison 2020-2021. C'est vraiment ça passait pas avec Gougnion. Je pense qu'on avait deux façons de voir le rugby différentes, tout simplement. Quand ça se passe mal, j'ai pas envie de faire le vieux joueur aigri, tu vois, qui tape sur les mecs, tu vois, ça sert à rien, hein. C'est passé, c'est passé. Je pense que juste qu'on a des visions divergentes sur le rugby et je sais pas s'ils reconnaissaient le joueur de rugby que j'étais, tu vois, tout simplement. Après, pour rien dire. Et il y avait d'autres joueurs qui étaient plus préférés à moi et qui étaient peut-être plus en adéquation par rapport au rugby qu'ils voulaient mettre en place. Et puis c'est tout, tu vois. T'es au frigo avec Nicolas Gonignon et c'est carrément le congélateur après hein, parce que c'est le staff intérimaire qui est mis en place après l'éviction de Nicolas Gonignon en novembre 2020 et tu fais plus aucune feuille de match. Le maintien se joue à la dernière seconde du dernier match, donc tu peux pas avoir les quelques minutes sur le terrain pour dire au revoir aux supporters de façon sympa. Toi qui étais dans le groupe France 2 ans auparavant, comment tu vivais ça? Eh ben écoute, franchement, te dire le vivre bien, non, tu le vis mal, parce que franchement, j'avais aimé ce public, j'avais aimé ce club, j'avais aimé cette ville. Après, voilà, il y a des choses qu'il faut pas oublier et que beaucoup de personnes oublient. On n'est que de passage. Tu vois ce que je veux dire? Quand tu es rugbyman professionnel, t'es que de passage et il faut penser à, ben écoute, c'est des choix et qu'aujourd'hui, tu peux être qui tu veux et que tu es toujours à la merci de ton manager et de son système de jeu et que quand c'est pas lui qui te choisit, tu vois, mine de rien que avec Simon, on a eu des différends. Je jouais tout le temps, on échangeait, tu vois. C'était différent. Donc voilà, lui, j'étais pas le joueur qu'il avait choisi. Donc t'arrives, t'es un mec qui est avec un certain salaire, une certaine place dans le vestiaire, tu vois, c'est pas pareil, quoi, tu vois, c'est pour ça. Tu peux pas cracher sur les mecs pour rien et pour moi, je pense juste que c'est le rugby professionnel. Il faut s'adapter et des fois, il faut assumer certaines choses. Tu décides donc logiquement de partir et Montpellier vient frapper à ta porte. Alors j'imagine que vu que toi tu sortais de deux saisons blanches, tu ne devais pas avoir non plus 50 000 sollicitations, enfin je sais pas. En tout cas, c'est un joli club de top 14, pas très loin de ton fief, Avignon. Donc au départ, ça avait tout d'une bonne idée, d'une solution idéale en fait. C'est ça, mais le truc qu'il y a, c'est qu'il faut pas oublier, c'est que moi, quand je signe, c'est Pépé Lafont et Garbajosa, tu vois. Quand c'est un manager qui te choisit et un entraîneur, c'est pas la même. Le truc qu'il y a, c'est que moi, j'avais signé tôt, tu vois. J'avais signé, je crois, que c'était fin octobre, début novembre. Et c'est pour ça qu'après, j'avais plus joué aussi à Pau quand Nico s'est fait virer. C'est qu'il n'avait plus aucun intérêt de me faire jouer, tu vois. Ouais. Clairement. Donc, comme je l'ai dit, c'est le rugby professionnel. Il faut le comprendre. Je suis pas là pour accepter tout ce qui s'y produit, mais il faut comprendre l'écosystème et comment ça fonctionne, tu vois. Donc voilà, donc moi, comme je te dis, donc je signe avec Pépé Lafont et Garba Josa. Et Pépé Lafont, je l'avais au téléphone. Garba, je l'avais vu, tu vois. On avait discuté, échangé, comme avec Philippe. Et il arrive que, ben, écoute, un mois après ma signature, Pépé Lafont viré, et deux mois après, c'est Garba, tu vois. Donc voilà. Pas de bol, ouais, Et parce que du coup, bah, c'est Philippe Saint-André qui gère l'équipe. avec Olivier Hazam, ils étaient deux. Et le truc qu'il y a, c'est que quand Pépé Lafont et Garba se font virer, un mois après, ils recrutent un autre droitier anglais, tu vois. Il a un nouvel entraîneur. Ce nouvel entraîneur de voir que je suis là et il a voulu me mettre voilà, quelqu'un devant. Chacun met ses mecs en place, tu vois. Et du coup, t'en retires quoi, toi, de cette expérience? Alors, t'es officiellement compté comme champion de France puisque t'as joué un match de top 14. Merci Poulet. C'est quand je le méritais le moins que je l'ai eu, tu vois. C'est ça qui est incroyable. Comme mine de rien, des fois, dans la malchance, t'as de la chance, tu Ah. vois. Donc, je pourrais quitter ce rugby un jour en me disant que j'étais champion de France de top 14, tu vois. Pourtant, c'est pas la saison où, je vais pas te mentir, qui compte le plus en termes de rugby pour moi, quoi, tu vois. Plus en termes d'entraînement, peut-être, mais pas de rugby. T'en tires du positif quand même ou quoi? Ah, T'en mais tires... bien sûr. Après, il faut en tirer, pour moi, chaque saison, il faut en tirer du positif, tu vois. Et je te dis, j'ai beaucoup réfléchi, beaucoup mûri, tu vois. Ah, j'étais plus jeune, j'aurais été peut-être plus incisif. Mais aujourd'hui, il faut revenir, il faut remettre les choses à leur place. Et on est déjà des privilégiés de jouer à ce niveau-là. On est des privilégiés d'avoir certains salaires. On est des privilégiés de pouvoir fonctionner dans cet écosystème. Même s'il y a bien sûr beaucoup de contraintes qui, je pense, ne peut pas convenir à tout le monde. Mais après, non, cette année-là, elle était magique avec Montpellier aussi. Le truc qu'il y a, c'est quand tu n'es pas individualiste, tu penses au rugby et aux coéquipiers. Moi, il me faisait pas jouer, je vais faire quoi? Je vais m'amuser à bouder dans mon coin, à foutre de la merde entre les mecs. Non, l'essentiel, c'est que tout le monde vive bien, tu vois. Mais quand il dit à la fin de la saison, oh, tout a été bien, par contre, dans le recrutement, voilà, ça a été aussi, mais on s'est juste trompé sur Amadash. Finalement, c'est pas tout à fait vrai, puisque c'est pas lui qui t'a recruté. Donc, j'imagine que ça devait pas faire plaisir à entendre non plus, mais c'était Je pas l'avais même pas vu, ça, tu vois, qu'il ait dit ça. Ça aurait été avec plaisir que j'aurais pu répondre. répondre, mais après, je t'en fous, enfin, qu'il te dise ça alors que c'est
En fait, tu te trompes quand tu fais jouer quelqu'un, pour moi. Tu te trompes pas quand tu le fais pas jouer, tu vois. Tu n'as pas pris de risque. Tu veux pas savoir. C'est pas pour les 8 matchs à Pau et les 20 minutes à Exeter que tu peux me dire si j'étais un bon pilier ou pas. Surtout quand tu vas à Exeter, une des meilleures équipes d'Europe, que t'as pas joué de la saison, tu vois. Très compliqué. Mais c'est bon à vivre aussi, tu vois. De te dire que quand même, ça picote. C'est toujours beau. Mais après, voilà, moi, ce que j'en retire, c'était une belle aventure C'est humaine. ton seul match de Champions Et- Cup, du coup. Parce que tu peux dire, j'ai joué la Champions Cup. ah oui, j'ai joué à Champions Cup aussi, tu vois. Voilà, t'as été champion de France et Finalement, t'as joué j'ai la pu pas Champions vouloir, Cup. quoi, tu vois. Le CV, Et il est c'est beau. complet. Mais après, le truc de fou, c'est que non, franchement, j'ai trouvé de très très bons mecs à Montpellier, tu vois. Imagine, j'ai fait la fin aussi de Kiem Guerrado, Jean Sodrago. Tu vois, c'est quand même beau. C'est exceptionnel. Il faut savoir être positif aussi sur le nombre de choses qui sont arrivées, tu vois. Et donc, après 2 saisons et demie presque blanches, bah, tu es reparti à l'étage en dessous, à Agen, et tu as retrouvé Ouais. le plaisir de jouer, puisque tu as participé à 14 matchs cette saison en Ouais, Pro D2. Retrouver le terrain, le vestiaire, l'avant-match, etc., sur le plan mental, ça t'a fait du bien, exceptionnel. Là, je suis tombé sur un manager vraiment, pour moi, qui est incroyable, tu vois. Bernard Gouta? Là, il est incroyable et j'aurais aimé le rencontrer à mon meilleur niveau, tu vois. Parce que je pense qu'on aurait pu vraiment soulever un paquet de montagnes ensemble. Là, tu vois, ce qui est dommage, c'est que je me suis blessé au cervical, tu vois, depuis février. Et donc, ça me fait chier parce que c'est au moment où ben, je revenais d'une blessure. Tu vois, tu te reblesses, c'est quand même un peu embêtant. Et ouais, il est exceptionnel. Lui, il te redonne goût à la vie, tu vois. Quotidiennement, tu vois, j'ai beaucoup échangé avec lui. C'est quelqu'un avec qui tu peux te poser et avoir une vraie relation. Et aussi, parce que aussi, j'ai vieilli, tu vois. Quand tu arrives à 35 ans, tu peux un peu plus parler avec ton manager et être un peu plus réfléchi, quoi. Et donc, ouais, j'ai vraiment repris du plaisir et Bernard Goutaille y est beaucoup pour beaucoup. Après, je vais pas te mentir, tout l'environnement à Genève est incroyable. Tu vois, la ville est trop bien. Enfin, tu vois, c'est vraiment une petite ville, mais qui vit pour son club. Quand elle est pas contente, elle le dit. Quand elle est contente, elle le dit, quoi. C'est ça qui est incroyable. Et après, tu vois, j'ai des joueurs avec qui j'ai joué, tu vois, Faré, Anton Herbani, j'ai joué avec Raph Lagarde, j'ai joué avec Djimila Hiroko Duru, tu vois. Et là, tu vois, tu prends une autre stature parce que t'es plus comme à l'époque. Tu vois, je me remémore quand moi j'étais arrivé, que tu fais les fins de carrière de Jonah Lemou, de tout ça, tu vois. Mais là, maintenant, c'est toi qui es vieux, quoi. C'est toi qui arrives à ta fin de carrière. Et donc là, tu vois des jeunes éclore. C'est à ce moment-là que tu dois avoir cette conscience de transmettre, tu vois, aux jeunes. Et là, franchement, il y a des très, très bons jeunes qui vont peut-être, je pense, éclore et qui vont être des sacrés joueurs. Ta fin de carrière, elle approche tout doucement. Tu as pensé déjà à ta reconversion et tu es devenu, cette même année où tu es passé de Montpellier à Agen, propriétaire avec ton épouse Marion d'une société spécialisée dans la fourniture de matériel médical, littoral médical. Comment il est né ce projet, on va dire, familial du coup, et qu'est-ce qui t'a amené à te lancer dans ce secteur-là? Mais tu passes une année blanche à Pau. Ben, à Montpellier, ça commence à être pareil, tu vois. Et tu le vois arriver rapidement, hein. Tu fais les 2 matchs amicaux, tu joues les 2 matchs. Et premier match de saison, tu es en groupe. Troisième, deuxième, pareil, tu vois. Enfin, et tu joues que le match à Pau, quoi. Donc, dans ta tête, tu te dis, bon, écoute, Malik, il va falloir arrêter de se leurrer, se regarder dans un miroir et se dire, bon, peut-être que ça va s'arrêter plus vite qu'on le pense, tu vois. Donc, écoute ce qu'on va faire. Ma femme me dit, Malik, voilà, parce qu'elle était en congé parental depuis 5 ans. Elle m'a dit, ouais, moi, j'ai pas envie de reprendre le travail. J'ai envie qu'on crée notre société, qu'on prépare notre avenir et qu'on trouve un chemin, tu vois, à suivre. Et tu vois, c'est pour ça qu'on peut pas retirer que du négatif dans les endroits. Parce que si j'avais pas fait Montpellier, j'aurais pas trouvé la société que j'ai rachetée, tu vois. Et donc, de fil en aiguille, je tombe sur, en fait, un des meilleurs amis de Louis Picamol, qui est agent immobilier, c'est lui qui m'a trouvé en location et avec qui je suis devenu très pote, qui s'appelle Marc Bézouille, tu vois. Il m'a dit, voilà, Malik, j'ai peut-être une société pour toi qui est totalement clean et qui, je pense, pourrait t'aider à te lancer dès le départ, tu vois. Et donc, plusieurs rendez-vous, beaucoup d'échanges, beaucoup de réflexions. Et ma femme était déjà assez sensible sur le médical étant plus jeune, parce qu'elle voulait faire des résidences seniors. Et moi, j'ai dit, allez, feu, de toute façon. Quoi qu'il arrive, moi, écoute, j'ai fait que de la peinture et du rugby. Quoi qu'il arrive, il faudra que je reprenne tout, tu vois. Quoi qu'il arrive, pour moi, tu me donnes ça ou autre chose, j'aurais été obligé de tout réapprendre. Donc voilà, donc on s'est lancé dans ça. Donc grâce à ce contact qui est Marc Bézou, on accroche hyper bien avec les vendeurs. Et aujourd'hui, l'aventure, voilà, ça fait bientôt 10 mois qu'on est propriétaire. Ben, c'est dur, voilà, on apprend la vie, la vraie vie quand t'es Alors, patron. ces premiers pas, du coup, est-ce que c'est comme tu l'attendais? Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont surpris un petit peu? Ben, c'est différent, c'est pas le terrain, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Tu comprends que certaines choses, tu vois, quand t'es patron, il y a beaucoup de choses qui sont différentes et ta réflexion est bien plus ouverte. Que là, en fait, tu te rends compte qu'au rugby, t'es vraiment un gâté pourri, quoi. Tu vois ce que je veux dire? On va pas se mentir, c'est pas pareil. Donc, non, non, franchement, c'est bien et je pense que c'est important de commencer à travailler sur sa reconversion. Et moi, j'ai eu la chance, tu vois, d'avoir une femme extraordinaire qui m'a toujours suivi, la pauvre, tu as compris. Et ça fait bientôt 14 ans, la pauvre. Et donc, voilà, donc c'est pour ça. On arrive à la question récurrente de ce podcast. Si tu devais définir Malik Amadash, le chef d'entreprise, il serait plus proche de Jean-Jacques Castanet, Bernard Pontenot, Moed Altrad ou Jean-François Fontenot, les 4 présidents que tu as connus dans ta Wow, wow, carrière wow, wow, pro à wow, Albi, wow. Pau, Montpellier et Agen. Faire le Wow, choix. t'abuses.
C'est dur, là. Tu mets quatre présidents totalement différents et qui ont chacun leur qualité, tu vois. Ah, Je dirais peut-être qu'un Ali Kamadash est un mix de tout parce que, tu vois, il aimerait prendre chacune de leurs qualités et essayer d'avoir un minimum de leurs défauts, tu ça, c'est vois. la réponse politique de... Non, réel, On réel, parce que reconnaît l'homme franchement, politique. j'ai adoré tous les présidents. Après, Jean-Jacques Castanet, aujourd'hui, je l'ai encore au téléphone. C'est quelqu'un d'adorable et qui a permis longtemps à Albi de perdurer en Pro D2, tu vois. Bernard Pontenot, qu'est-ce que tu veux dire? Ça fait bientôt 20 ans qu'il gère la section. C'est plus qu'un chef d'entreprise chevronné, tu vois. Il a été quand même, il est très proche de ses joueurs, comme Jean-Jacques Castanet, tu vois. Un Moed Altrad, c'est quelqu'un qui a plus que réussi. Et aujourd'hui, Jean-François Fondou, pareil, tu vois. Tu vois, aujourd'hui, j'ai envie de te dire, Malik, c'est plus un chef d'entreprise comme Malik Amadash, tu vois. Parce que je pense que je n'arrive pas à me situer dans un des quatre. Tu connais ce bruit, c'est la sirène, dernière possession, il y a un bonus à aller chercher. Donc on botte pas en touche, pas d'en avant. T'as remarqué, on a très peu parlé de poids depuis le début de l'épisode. Bah, c'est le moment. Tu es noté à 144 kilos selon la police et 150 selon les manifestants. Alors c'est pas trop la vérité. La gestion du poids avec le gabarit qui est le tien, est-ce que ça t'a accompagné toute ta carrière? Est-ce que ça a été un sujet prise de tête, voire des fois très prise de tête? Oui, oui, parce que, ben, en fait, tu sais, moi, je suis pas trop de vice, on va dire, tu vois. Moi, le seul vice que j'ai, c'est la bouffe, tu vois. Tu le vois sur mon corps, hein, c'est un truc de malade. Si, si, c'est dur. Là, c'est quelque chose, moi, dans ma carrière, il faut que je sois focus. Il faut vraiment que je sois focus et qu'il n'y ait pas de nourriture, tu vois, qu'il n'y ait rien à la maison, tu vois, enfin, limite, vivre comme un moine, tu vois ce que je veux dire? Parce que sinon, je suis mort. Donc, si tu veux, mon poids actuel, il est pas mal, il est mignon, mais Tu as porté une fois le maillot de l'équipe de France, on l'a dit, et tu as été dans le groupe France protégé. Et après ça, ben, ton temps de jeu et tes performances, elles ont diminué. Est-ce que c'est quelque chose que tu as eu du mal à gérer mentalement? Est-ce que tu t'es mis beaucoup de pression là-dessus? Et est-ce que tu as des regrets? Est-ce que tu changerais quelque chose? moi, je pense, ce que j'ai pas réussi à contrôler, c'est le regard, ce que les autres ont changé leur regard vis-à-vis de moi par rapport à ces étapes-là, alors que moi, j'ai pas du tout changé, hein. Si tu me connais, tu vois, j'ai toujours été le même, hein. J'ai peut-être mûri un peu plus sur certains choix de vie, on va dire, sur des discussions, sur bien sûr, sur la société ou quoi que ce soit, mais après, je reste le même, hein. Moi, j'aime faire rire, j'aime qu'on rigole, j'aime qu'on s'amuse, tu vois. Enfin, franchement, voilà, quoi qu'il arrive, je changerai pas sur ça. Et je pense que peut-être qu'à ce moment-là, il aurait fallu que je change. Quand je t'ai dit, moi, je viens pas du même circuit, donc il aurait fallu que je sois un peu plus. C'est à moi de changer quand le regard des gens a changé sur moi, tu vois, par rapport à ça, tu vois. C'est pas l'équipe de France qui m'a fait du mal, bien au contraire, parce que c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte qu'il fallait vraiment encore plus taffer, tu vois. En ce moment, tu es blessé au cervical depuis le mois de février. Et ton président, Jeff Fontenot, il a lui-même laissé entendre qu'une fin de carrière était possible te concernant. Ma question, elle est simple. Est-ce qu'on te reverra sur un terrain de rugby? J'ai envie de finir ma carrière sur un terrain de rugby, clairement. Et je pense que c'est légitime pour un président, en ayant l'âge avancé et la blessure que c'est, de penser ça, tu vois. De pouvoir penser à ça, parce que voilà, c'est la zone C7-T1 qui est touchée. Mais voilà, et c'est opérable. Le truc, là, c'est que j'ai rendez-vous mercredi prochain avec le chirurgien pour qu'on discute et savoir où on va. Et moi j'ai envie de finir ma carrière sur un terrain. J'ai envie de voir mes enfants me dire, papa, c'est fini, allez, on se casse, tu vois. C'est ça mon rêve. Quand je vois là, les fins de carrière de tous les mecs, quand c'est leurs enfants, tu vois, qui les accompagnent, c'est une fierté, tu vois. C'est la plus belle transmission. Toi, tu rêves de ça. Voilà, réellement. Tu vois, donc, finir chez moi, j'aimerais pas finir comme ça, quoi. Donc la Personnellement. saison prochaine, J'espère que tu puisses me revoir totalement sur un terrain. ben, la dernière question, tu es depuis un an vice-président de Proval. Est-ce que Ouais, tu seras candidat à la succession de Robin Chalewachou dans quelques mois? totalement, parce que je trouve que mon côté atypique dans ce sport me permet de pouvoir avoir une vision un peu plus globale, en fait, du rugby. Et franchement, d'avoir un peu baigné, j'ai envie d'apporter un peu ma pierre à l'édifice dans ce qu'on m'a donné, tu vois, parce que c'est bien de rendre aussi un peu au rugby ce qu'il t'a donné. Et si j'entends trop de mecs, en fait, tu vois, qui pensent, tu vois, de négatif du rugby, et je vois beaucoup de négations sur le rugby actuellement, et ça me peine parce que franchement, ce rugby, moi, personnellement, m'a donné beaucoup, et donc je comprends qu'il y en a qui sont déçus de certaines choses, mais oui, oui, je vais totalement me présenter aux élections Proval parce que j'aimerais vraiment avoir la présidence, quoi, tu vois, pour pouvoir continuer après ma carrière à véhiculer ce que c'est le rugby que moi j'aime. Eh ben, on va suivre ça avec beaucoup d'attention, Malik, hein. Merci d'avoir été mon invité dans Terrain Conquis. Ça a été un grand plaisir d'échanger avec toi. D'accord. Et il me reste plus qu'à te souhaiter d'autres succès sur le terrain du sport, puisque tu as dit que tu Merci voulais beaucoup. continuer, comme du business avec ton entreprise Littoral Merci. Médical. Merci Malik. Merci à toi, Anto.